Chers amis, j'ai le grand plaisir de vous présenter Isabelle Bielecki. Moi aussi, c'est mon plaisir d'être présentée par toi. Merci Isabelle. Qui a publié l'année passée 2 recueils, Fiel au cœur, chez Bleu d'encre, et Fenêtre sur mes jardins en friche, au Coudrier. On va commencer par Fiel au cœur. C'est un recueil qui n'est pas très épais, une 50aine de pages, qui oscille entre la poésie et le théâtre. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Il est illustré de manière singulière par Pierre Moreau, qui a fait quelques photos assez mystérieuses, plutôt énigmatiques, dont l'atmosphère est étrange, je dirais un peu fantastique, et vous comprendrez pourquoi aussi. Il est préfacé par notre Martine Rouard nationale, et ce recueil commence par une phrase en exergue, pour laquelle je vais t'interroger tout de suite. L'enfer, c'est les autres. Tout le monde a reconnu, bien sûr, cette phrase très célèbre, tirée de Huis clos de Sartre. Alors, pourquoi as-tu commencé ton livre en allant reprendre cette phrase « on ne peut plus connue » et particulièrement, je dirais, impressionnante aussi? Parce qu'elle correspond au contenu, au personnage qui évolue dans ce recueil, et que cela reste, même si on n'a pas le profil du personnage, cela reste une vérité pour tout le monde à divers moments de nos vies. Dans la pièce de Sartre, si tu t'en souviens bien, il y a 3 personnages. Il y a un homme, 2 femmes, et l'enfer pour Sartre, c'est le fait que si moi je me permets de juger quelqu'un à partir de mon pour soi, l'autre, donc qui est l'objet de mon jugement, va faire la même chose. Donc il va aussi me considérer comme un objet de jugement. Et c'est ce conflit permanent entre les personnages qui est en fait l'enfer, selon l'optique de Sartre. S'il y a 3 personnages chez Sartre, chez toi il y en a qu'un. Un seul personnage. Donc l'enfer, c'est l'autre ici, chez toi, et pas les autres. Et il y en a 2. Quel est l'autre? Le regard du poète. Le regard du poète, oui. Donc tu fais partie de cet enfer parce que tu portes un jugement Bien sûr. sur le personnage. Je ne porte pas un jugement, je porte un regard. Un regard, mais un regard critique, un regard dur. Je ne dirais pas critique, parce que si tu relis bien la préface, ce recueil n'a pas été écrit de manière analytique, comme l'aurait fait un psychiatre, un psychologue ou un sociologue. Ce texte a été écrit pratiquement d'un jet. Oui. Donc ça ne part pas d'un jugement, ça ne part pas d'une critique, ça part d'un ressenti. On ne peut pas dire que tu apprécies ce personnage. Je dirais même plus, tu le détestes. Tu en fais un personnage sournois, terriblement antipathique. Donc au départ, il y a certainement un avis négatif. Je ne déteste pas le personnage fait peur. Il fait peur. Ce n'est pas de la détestation, c'est de la crainte. C'est de la terreur que des gens peuvent éprouver à côtoyer ce genre de personnage. Et ce personnage existe, j'imagine? Ce personnage, il y a une personne réelle qui a inspiré l'ensemble du texte, puisque c'est une suite, hein, c'est un continuum, mais oui, qui a inspiré, mais voilà. Tu l'as fréquenté? Non, c'est un mot trop fort, fréquenté. Je l'ai perçu à travers des témoignages, principalement. C'est-à-dire que c'est une personne que, théoriquement, j'étais censée rencontrer. Je l'ai rencontrée quelques fois, et puis par la suite, pas du tout. Mais ce sont tous les retours que j'ai eus des personnes qui gravitaient autour du personnage de ce recueil, qui ont alimenté mon imaginaire. Parce que voilà, les poètes se nourrissent
des autres. Cela ne se nourrit pas exclusivement de moi, mais cela se nourrit de toute une série de personnages qui m'ont rapporté certaines choses. Donc tu t'es fait l'écho, en quelque sorte, d'avis que tu as entendus au sujet de ce personnage. Ce ne sont pas des avis, Ce sont des quoi? des plaintes. Des plaintes. Donc c'est-à-dire que le personnage est tout de même, malgré tout, très antipathique, puisqu'il a suscité des plaintes. Il a suscité des problèmes, des ressentis, des craintes, des sentiments Négatifs. négatifs. Les gens ne sont pas enclins à avoir facilement des sentiments négatifs, mais c'est quelqu'un qui a dérangé pas mal de personnes. Alors toi qui es poète et qui a écrit le deuxième recueil qui est absolument différent de celui-ci, qui est plein d'optimisme, plein de sensations agréables, comment se fait-il que le poète que j'ai devant moi ici s'est penché sur un sujet pareil, un sujet tout de même qui est dur, qui n'est pas plaisant et qui n'est pas poétique au départ. Mais je ne me suis pas penchée dessus, il s'est imposé à moi. Il s'est imposé à toi. Il s'est imposé à moi de la même manière, et toi tu as lu mon Rimbaud, Le bateau de sable, de cette même manière, toutes les interventions de Rimbaud, toutes ces répliques, je ne les ai pas construites, elles ont jailli de moi. Bien sûr. Et c'est la même chose pour Fiel au cœur. C'est suite à une conversation que j'ai eue avec ma préfacière. Je lui disais un beau matin, je suis à sec, je n'ai plus d'aspiration, je ne vais plus jamais pouvoir écrire quoi que ce soit. Je suis à bout, j'ai traversé une longue période, plusieurs années de problèmes, et des problèmes de santé également. Et cette personne m'a répondu, mais écris sur ce que tu es en train de vivre. Et donc, mais presque tout de suite après, j'ai pris de quoi écrire, et ce recueil représente quelques heures d'annotation rapide, prises sur le tas, et ensuite je les ai plus ou moins disposées d'une certaine manière pour qu'il y ait une suite relativement logique, c'est-à-dire que il y a 10 séries de 4 textes qui chaque fois reprennent matin, midi, après-midi et soir, ou la nuit. Et en écrivant, est-ce que tu avais l'impression que tu écrivais de la poésie ou bien que tu faisais autre chose? Du théâtre, par exemple? Je ne savais pas ce que j'écrivais. Tu ne savais pas? Non. J'étais carrément sur le papier et c'était une écriture difficile à relire, donc j'ai dû me reprendre à plusieurs fois pour me relire. C'est venu, mais du fond des tripes, on va dire. C'était un gros problème. C'est une sorte de catharsis alors que tu as... Oui, ça a été une sorte de catharsis. Parce qu'avec Rimbaud, c'est plein de références, c'est un soleil. Avec Rimbaud, on peut parler de lui pendant des jours et des jours. Tu savais de qui tu parlais, mais ici, c'est un personnage dans l'ombre, sinistre, qui se cache, et malgré tout, tu t'es emparé de lui parce que tu avais besoin oui, de le j'ai faire. l'impression que parfois je suis traversée. Je ne vais pas dire que je suis une éponge, parce qu'une éponge, elle retient évidemment ce qu'elle absorbe, mais ça me traverse. Ce n'est pas le cas de tous mes écrits, certainement pas de Fenêtres sur le jardin en friche, mais c'est le cas de celui-ci, c'est le cas de certains poèmes dans un recueil que j'ai écrit avec Martine Loire, Miroir à marée basse. La première partie est un très long poème que j'ai écrit d'une traite il y a un certain nombre d'années et que j'ai tronçonné en lui donnant des titres parce que lire d'une traite, c'était peut-être un petit peu plus difficile. Alors, tu veux bien que je transmette un peu de ton livre à nos amis qui sont ici. Comme il s'agit d'un homme, ce ne sera pas difficile pour moi de lire ton texte, qui est écrit par une femme, bien sûr, mais le personnage dont tu parles est un personnage masculin. On va se risquer, peut-être au risque aussi de susciter ta répulsion à la fin de la lecture. Non, parce que non, je connais ta voix, j'apprécie. Non, mais je ne parle pas de la voix, je parle du contenu. On va essayer. Mais je peux te dire que c'est vrai qu'avant que nous connaissions cette réunion, j'ai dit à Pierre ou à Martine, je ne sais pas très bien comment les gens réagissent à ce recueil. Voilà, je suis chaque fois surprise de voir qu'il y a des gens que cela intéresse, que cela interpelle. Tu vas t'en rendre compte peut-être maintenant. Peut-être.
Avant de sortir, il hésite, scrute le ciel, les fenêtres d'en face, leur rideau, inquisiteur par vocation. Seule une mouche zigzague, puis se pose, regard noir. Il remonte en courant. Il entend des voix derrière la cloison. C'est un voisin ou un chien qui colporte des insanités sur ce délire. Il a mis du calque épais sur toutes les vitres. Ni le ciel, ni les arbres n'ont le droit d'entrer. Seule la poussière trouve grâce à ses yeux. Elle tricote des nuages sous son lit, là où il s'affale, bouche ouverte. Il hait la nuit, ses portes grandes ouvertes, sur les chuchotis de tout ce qui rôde et rampe et s'approche de son lit. Il froisse ses draps, étrangle en eux son envie de crier. Il en trouve sa porte. D'où vient ce cliquetis? Déjà, il l'a traqué dans chaque recoin, des toilettes à la salle de bain. Il triture sa clé, la laisse tomber et réalise soudain au bruit que c'est elle qui le nargue. « Je vais vous apprendre à me respecter !» crie-t-il dans les escaliers, où il devient crade, accroché à la rampe, sa seule planche de salut, au-dessus du vide. Il se dit « ne pas tomber !» même si ses pieds trébuchent et ses mains tâtonnent sur les murs fouillants. Mais piéger la ligne droite du lit à la fenêtre, surtout ne pas l'ouvrir. Le trottoir m'observe. La nuit, il fore dans sa paume un trou. Il y plante sa graine de haine. Elle s'ouvrira au matin en vague chagrin, ourlée d'ombre. Sourire lui est outrage. Sa rage ne se tarit que par temps de pluie, quand les passants traînent une mine d'enterrement. Chez lui, il a tout repeint en blanc, comme ce là-bas qu'il a quitté en vainqueur de ses démons, ceux qui grouillent quand les gens le dévisagent drôlement. Alors, il grince des dents, vomit une langue fourchue. Ses oreilles se souviennent de routes de montagne quand il devait déglutir sans aucun chagrin faire passer. Mais par où évacuer sa rage? C'est le regard de la lune qui lui insupporte. Celle qui a tout vu, ses cris de rage, ses coups, les morsures, les mots félons. Elle est la mémoire qu'il fouille dans sa fumette de nuages bleus. Quand il étire son long dos, ses jambes d'échassier, qu'il arpente ses terres, il en est le roi, puisque tous changent de trottoir, fuient ses yeux de monarque déjanté. Bras et jambes disloqués, dos en mille morceaux, mais il se traîne quand même, séraflé au mur, déchiré de l'intérieur, un spectre qui le ronge. Derrière ses yeux, du gravier crissé dans ses oreilles. La mer s'engouffre et dans sa gorge, le désert le gratte jusqu'au cœur, là où il marche en cognant, poing serré sur son ventre. Il hait la lune, son regard torve, le suit à chaque pas. Elle est son œil de Caïn. Il lui jette des pierres dès qu'elle se voile. Dans la rue, il courbe l'échine devant le képi, la matraque. Le moindre faux pas et c'est l'enfermement, le vrai au mur blanc qu'il a quitté à force de courbettes. Sa table danse, échappe à ses mains moites, alors il s'accroche à une chaise, elle aussi se dérobe, glisse sur le tapis, qui le gifle en plein nez. Plus bas, tu ne pourras pas, lui souffle la poussière. Le silence assourdissant le rend fou. Il le traque dans ses cheveux, tire, malaxe, l'arrache à ses joues. Demain, un nouveau sparadrap s'y collera à côté des autres. La nuit, il rôde dans la maison, de la cave au comble, traque son ombre, celle qui sème, à son insu, des bribes d'élucubration.
Voilà, ça c'est la moitié du recueil. Entre les deux moitiés, donc il y a les photographies de Pierre Moreau qui sont entre le figuratif et l'abstrait, mais qui évoquent un entrelac de racines, de branches, de tiges. C'est très noir, c'est très mystérieux, et ça correspond très très bien au climat que nous avons découvert dans les premières pages, un climat inquiétant, angoissant. Ce bonhomme, il n'est pas un peu paranoïaque? Certainement. En tout cas, c'est ce que Jean Genot, je crois, avait écrit dans sa recension, qui a paru dans le Carnet des Instants. Oui, oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui avait pensé à mon père à tort, parce que bon, ce n'est pas... Mon père était dépressif, ce n'était pas le même problème. Mais effectivement, oui, c'est ce qu'on peut déduire de tout ce que je sais sur ce personnage et qui ne se retrouve pas dans le livre, bien sûr. Après avoir lu ton livre, j'ai noté ces quelques mots. Tu vas me dire s'ils correspondent à la nature du personnage. Asocial. Il ne fréquente personne. Asocial. En fait, tu vois, le petit problème, c'est que j'ai envisagé d'écrire un roman sur ce personnage et donc de le mettre dans un contexte social plus élargi, plus dramatique aussi. Ici, c'est une sorte de flash, un petit portrait. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver à trouver le temps d'écrire ce roman-là sur cette histoire-là, parce que c'est toute une histoire quand même qui a duré un certain nombre d'années. Et donc, je préfère ne pas trop approfondir le sujet, trop dévoiler le reste de l'histoire. En fait, tu en as fait un portrait, un portrait fantastique, inquiétant. J'ai même pensé aussi à un personnage de Kafka, par exemple. Oui, rongé, effectivement. Et de Gelderod aussi, il a des personnages comme cela. Donc au fond, c'est ça qui t'a plu. C'est peut-être le côté formel, l'apparence de ce personnage, l'inquiétude qu'il dégage. Tu t'es dit, ça c'est pour moi. Je ne parlerai pas de plaisir. Je ne parlerai pas. Non, certainement pas. C'est, comme je l'ai dit, parfois il y a des choses qui me traversent et voilà, je ne suis que le vecteur, je ne suis que l'intermédiaire entre qui et qui. Hein. La feuille de papier, certainement, à l'arrivée et au départ, une silhouette, un vécu, un ressenti. Ce que Martine souligne dans sa préface, c'est que tu parviens très très bien à te mettre dans la peau d'un personnage qui finalement est assez répugnant. Il n'y a rien d'attirant chez lui. Mais tu sais, en t'écoutant cette superbe lecture, je ne trouvais pas qu'il était répugnant. Je trouve qu'il inspire la pitié. Et c'est ce que Martine, tu te souviens quand on en a discuté pour la préface, il aspire d'une certaine manière la pitié. Parce que ressentir tout ce qu'il ressent, parce que je ne décris pas ce que moi, je vois, je décris ce que lui ressent. Et c'est horrible ce qu'il ressent. Tu aimerais l'avoir comme voisin? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je suis très isolée. Hein. Là où j'habite, j'ai 3 voisins, je suis au dernier étage, je côtoie les arbres, le ciel, que Pierre vient photographier, les oiseaux. Donc, ce sont mes voisins. Au fond, c'est un exercice de littérature fantastique que tu as fait. Le plaisir de créer un personnage qui sort de l'ordinaire, hein, qui malgré tout est inquiétant. On ne peut pas dire qu'il soit rassurant. Donc, tu as pris du plaisir à faire quelque chose qui est différent de ce que tu fais d'habitude. Non, j'ai pris du plaisir à t'écouter. C'est gentil cela. Par contre, en préparant notre entretien, donc j'ai lu plusieurs fois ce texte à voix haute. Et je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de bien. Beaucoup de bien de lire un texte pareil. D'abord, c'est un exercice qui n'est pas facile à faire, mais ça provoque en soi l'envie d'abord de connaître les autres, d'aller à la découverte des gens qui ne sont pas, à première vue, attirants. Et puis surtout, c'est une sorte de... On parlait tout à l'heure, pas d'exorcisme, mais de catharsis. On fait sortir des choses en disant ceci.
On fait sortir des choses qu'on n'a pas envie de vivre. En fait, on n'a pas envie d'être ton personnage. Mais tu sais, bon, j'ai beaucoup consulté Internet à propos de ce genre de pathologie. Hein. Et je continue, maintenant j'ai arrêté bien sûr, peut-être que je m'y remettrai si je commence le roman, mais je continue à suivre les faits divers, où il y a intervention de personnages comme ceux-là qui viennent pourrir la vie de leurs semblables. Est-ce qu'il est responsable ou bien est-ce qu'il est malade? Mais je crois que je donne la réponse à la fin. Oui, mais tu peux pas donner un indice peut-être maintenant, un simple indice. Non, les gens n'ont qu'à feuilleter les gens n'ont qu'à lire la suite, hein, d'accord. En tout cas, c'est vraiment passionnant à lire. Je ne sais pas si c'est de la poésie, finalement. Pour moi, c'est quasi du théâtre. Mais ce n'est pas un monologue, puisque tu parles d'une personne. Non, c'est juste. C'est pas un monologue. Hein. On a l'impression que tu envoies sur scène un personnage, que ta voix est derrière et que tu en parles au public. Oui, sans doute. Un petit peu comme dans Concours, il y a aussi l'intervention d'une personne voilée oui. qu'Alain Mignot a fait interpréter, mais qui, selon moi, est dans la coulisse. Car celui-ci, ce n'est pas Rimbaud, c'est un personnage tout à fait simple. À la limite, même, on aurait pitié de lui. Oui, exact. Oui, alors que franchement, on ne peut pas dire qu'il soit très, très attirant. Mais je vous recommande la suite. Hein. La suite, c'est passionnant. Et peut-être que vous découvrirez finalement si il est sain d'esprit ou bien si c'est un personnage. Parce que tu parles tout de même d'une cellule d'où il s'est échappé. Il s'est échappé d'une cellule, il a vécu dans une cellule. Tu en parles dans la première partie. Oui. Tu sais tout ce que tu as vu. Si, je sais très bien ce que j'ai écrit. Non, ce n'est pas une cellule. Voilà, on va parler maintenant de non, choses. Ce n'est pas une cellule comme ça. Ce n'est pas une cellule, non. Il n'a pas fait un séjour dans un hôpital psychiatrique, il ne dira rien. Secret médical. Oui. On va passer à toute autre chose, hein, à l'autre recueil, Fenêtre sur mes jardins en friche, qui est, quoique tu aies dit le contraire, qui est très différent. Qui est très différent. On a parfois du mal à se dire, tiens, c'est le même auteur qui a écrit les deux livres. Et pourtant, à certains moments, il y a quelques moments très très forts. Je dis, ça c'est du Bielikine. D'abord, je salue l'illustration. Elle est absolument remarquable. C'est d'un peintre de chez nous, Goffin. Et c'est une illustration qui rappelle, d'abord Goffin bien sûr, mais qui rappelle aussi Magritte. Elle est très, très, je dirais, très surréaliste. Hein. Oui. Donc, d'abord, elle est très simple, on dirait parfois même des dessins d'enfants, mais quand on lit le texte à côté, on est vraiment frappé par le symbolisme profond, mystérieux, onirique même, de ce travail. Alors, chose curieuse, tu le présentes sous une forme un peu énigmatique. Tu m'as dit qu'il y avait une contrainte que tu voulais respecter en l'écrivant. Oui. Tu peux expliquer un petit peu la méthode que tu as choisie ou bien la contrainte que tu as acceptée de suivre? Mais c'est-à-dire que, pour commencer, j'ai d'abord trouvé le titre. Et puis après, j'ai rassemblé tous les textes que j'avais comme ça éparpillés un petit peu dans mes écrits, et je voulais rassembler, je voulais faire un recueil plus ludique. Et comme j'ai déjà créé le Stichou, que certains d'entre vous connaissent, j'ai voulu reprendre l'idée de la contrainte. Et ici, il y a une double contrainte, c'est l'appellation de jardin. Oui. Ce sont des jardins différents chaque fois. Ce sont, je ne sais plus combien il y a de jardins, une cinquantaine, non pas une cinquantaine, une trentaine, je pense. Oui. Et donc, c'est chaque fois un autre jardin. Mais quand tu qui peut correspondre à un état d'esprit, à un état d'âme. Alors, je termine, si tu veux bien. Oui, vas-y. Hein? La seconde contrainte, c'est qu'il y a sur chaque page un quatrain, on dit quatrain, et un huitain. Le quatrain beaucoup plus serré, beaucoup plus poétique et philosophique parfois, alors que le huitain est de la prose poétique, mais aussi une petite histoire, en fait, parce qu'il y a tout, début, milieu et fin. Et la dernière contrainte, c'est
que ce qui qualifie le jardin, le mot qui qualifie le jardin, par exemple, jardin de la mort, je ne sais plus, on va prendre celui-là, le mot mort se retrouve dans chacun des deux. Oui, je vais vous lire quelques titres. Jardin de feuilles, jardin des mots, jardin au soleil, jardin côté nuage, jardin sous la pluie, jardin sans eau, jardin en larmes, jardin au désespoir. Tu parles de contraintes. C'est dommage de considérer que évoquer un jardin soit une contrainte. Parce qu'au départ, est-ce que ce n'est pas plutôt un seuil? Tu ouvres ton poème, tu ouvres ta page avec quelques vers sur le jardin, avec un thème particulier. Et dans la deuxième partie, comme le dit ton préfacier, Patrick, ce sont des jaillissements instantanés. Ce sont des choses qui sortent comme ça, très librement de toi. Est-ce que ça ressemble à une contrainte, tout ça? La contrainte, en fait, le mot-clé de ce recueil n'est pas jardin, c'est le mot fenêtre. Fenêtre, oui. Et le fenêtre ramène à une partie de ma vie, à toutes les personnes qui sont de l'autre côté de la fenêtre et qui ne sortent pas, ne peuvent pas sortir, n'ont pas l'occasion de sortir. Donc, ils sont cloîtrés. Et la fenêtre, c'est cette opportunité, la seule liberté que beaucoup de personnes, certainement beaucoup de personnes âgées, mais pas seulement. Il y a des enfants qui sont cloîtrés, qui ne peuvent pas sortir en fonction de leur nationalité ou que sais-je. Et donc, leur seule liberté, leur seule évasion, c'est ce qu'il y a à travers la fenêtre. Donc, le mot-clé, c'est fenêtre. C'est ça. Alors, l'expression en friche, c'est ce que tu viens de dire, en fait. Ton jardin est libre d'accès, voilà. Il est ouvert à tout le monde. Et c'est là que tu te laisses aller à tes émotions, à tes sensations, exact. À tes souvenirs, à ta mémoire, particulièrement féconde. Donc il y a vraiment deux parties. Hein. Tu ouvres la porte ou tu ouvres la fenêtre, et alors le jardin se remplit de personnages ou d'impressions, de sentiments. C'est très beau. Ça donne vraiment l'envie de se promener dans ton jardin, qui n'est pas enchanté tout le temps. Hein. Il y a des passages qui sont quand même assez tristes. Bon. Tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas la pluie, mais la pluie est présente et très joliment. De l'autre côté de la fenêtre. De l'autre côté de la fenêtre. Donc c'est très agréable de feuilleter parce que, d'abord, il y a les illustrations qui sont très très belles, l'écriture évidemment qui est très très habile, et on se dit, c'est beau, ça fait du bien. Autant le premier fait du bien, je dirais, au caractère, autant ceci fait du bien à l'âme. On se détend, on se dit, tiens, il y a des belles choses dans la vie. Alors, si vous voulez bien, on va lire quelques extraits à deux. Je vais me permettre de lire les 4 premiers vers et tu pourras faire tes jaillissements instantanés à mes côtés, si tu veux. On commence par le voyage. Oui. Jardin en voyage. J'aime d'amour les mers grises. Elles respirent, elles voyagent. Elles ont l'âme que m'a prise un flibustier, né volage. Elle traîne ses draps mouillés. Elle n'en finit pas de pleurer. De qui porte-t-elle le deuil? De vitres en toit, la pluie voyage. Pleureuse infatigable, grise malgré ses perles, sur un bord de vie, je la console du bout des doigts. Jardin des mots. Planter la pointe du stylo dans le vif de la plaie, laisser couler l'encre et d'un mot cautériser. Écrire un mot, regarder le ciel, s'attarder sur le glissement des nuages, ajouter une virgule, revenir au ciel et découvrir qu'en un battement de cils, plus rien n'est pareil, alors que rien n'a bougé.
sauf peut-être le rosier d'où un pétale est tombé. Jardin sous la pluie, goutte à goutte, elle trace ses histoires sur les arbres des chapitres entiers. Sous ces airs de ne pas y toucher, la pluie a plus de lecteurs que moi. Il se croyait immortel, grattait le ventre des nuages, tenait tête au soleil vorace, comptait les oiseaux migrateurs et portait à bout de bras mes rêves. Ils sont tombés ce jeudi sous la scie des jardiniers. Seule la pluie est venue les pleurer. Jardin au désespoir, j'en trouve doucement ma porte. Le désespoir, infatigable pèlerin, adossé contre le chambranle, dort, son bouquet fané à la main. Certains jours, le désespoir tombe, goutte à goutte, lancinant. Je me protège la tête des bras. Toujours s'infiltre entre les doigts. Pour ne pas crier, je serre les poings ou saute à pieds joints dans une flaque d'eau qui retombe goutte à goutte en pleurant. Jardin de la mort, le silence, à pas de voleur, a repris possession de mon cœur. Est-ce déjà la mort ou un rêve qui s'endort? La mort est volage. Ses plumes ont la douceur d'une nuit sans lune, et sa voilure, la légèreté d'une feuille de papier vierge. Elle m'a frôlé d'une aile avant de s'envoler vers d'autres terrains de chasse. Jardin côté désir, j'ai froissé l'étoffe de maintes peaux, des plus rugueuses à de la soie, au gré de mes désirs, ne sachant pas toujours pourquoi. À tous vos regards croisés où j'ai failli me noyer, à moins de les avoir fouis pour un mot mal compris. Tous ceux que j'ai brûlés de mes désirs insensés ou figés dans la glace par peur de leurs espaces. Et un dernier jardin pour la route, jardin de lumière. Pourquoi quitter le sommeil? Cette aquarelle striée de lumière qui font de quelques chimères les accros de mes veilles. Avant, je dormais collé au malheur. Bouche contre bouche, on se chuchotait les détails sordides d'un dernier soir. Avant, je flirtais avec l'ombre la plus dense. Aujourd'hui, je suis sage, je m'habille de lumière. Vous avez découvert le côté double d'Isabelle. Hein. Elle s'habille de lumière dans ce livre-ci, et elle se teint de noir et d'obscurité dans l'autre. Mais les deux livres sont extrêmement attachants, pour des raisons tout à fait différentes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est beau, tout simplement. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour les avoir lus avec tant d'âme.